Il y a les rêves de voyage et les voyages qu'on réalise. Nous, après 2 ans de vie commune, on a sauté le pas. On est partis ensemble pédaler d'Istanbul à Bangkok. Des milliers de kilomètres. Et nous avons pris notre temps. 1 an. 1 an à découvrir l'Asie avec nos propres yeux. On a quitté famille et amis, fait une croix sur nos boulots et troqué le confort moderne pour une selle en cuir. Nous avons fait le pari d'une vie de nomade. Non par envie de solitude, mais pour aller au-devant des autres. Les rencontres seront le moteur de notre voyage à vélo. Dans nos sacoches, nous avons logé un 3e passager. Une caméra. Elle sera le témoin de notre aventure. « 10 jours qu'on roule. Et jusqu'ici, tout va bien. Moi, c'est Marc. J'avais déjà voyagé 1 an, seul. Ma plus belle année. Et je n'avais qu'une envie, repartir avec Claire. Ça tombait bien, déjà toute petite, je rêvais de parcourir le monde. Mais reprenons au début de l'histoire. Ça se passe à Istanbul, un beau matin d'avril. Allez, C'est le jour J. vámonos. Après 6 mois à imaginer des itinéraires, nous partons pour 1 an. Pour nous, c'est ça voyager. Rêver sur une carte, et puis aller voir ce que ça donne en vrai. Pour avoir la liberté de s'arrêter où on veut, on a pris une tente, un réchaud, enfin tout ce qu'il faut pour vivre avec 8 € par jour. Tout sauf des guides de voyage. Ils pèsent trop lourd. Et puis surtout, nous avons envie de tout découvrir par nous-mêmes, grâce à nos rencontres. Et voilà, 11h10, levé 6h30, départ 11h10, tout va bien. Il y a autre chose qui nous ralentit. Comme on a décidé de filmer le voyage, de temps en temps, il faut s'arrêter, poser la caméra sur son trépied, la mettre en marche, rejoindre les vélos, passer devant l'objectif, s'arrêter à nouveau et récupérer la caméra. Après 10 jours, on commence à être rodé. La mise en jambe est plus dure que prévu. Ça grimpe tout le temps. J'en arrive à me demander si je vais tenir le coup pendant 1 an. Après 2 semaines de route, voici l'immense plateau anatolien. Bonne nouvelle, le relief s'est adouci et on parcourt 80 km par jour. Nous pourrions en faire plus, mais le décor monotone et les intempéries freinent nos ardeurs. Pour garder le moral, nous multiplions les arrêts dans les villages. Nos dégaines d'astronautes sont très utiles pour démarrer des conversations. 27, 27. Oo, Türkçeyi biliyorlar. Ouais, bien sûr qu'on parle turc. Türkçeyi öğrenmişsiniz. On parle turc, c'est beaucoup dire. On a appris des rudiments de la langue. Donc nous voilà dans une chai salonu, qui nous a aussi servi d'hôtel en l'occurrence. Et nous dégustons notre chai matinale. Ha pislik güzel çıkmış mesela kara çıksa. Ha. Dès 8 h du matin, la maison de thé ne désemplit pas. L'impression d'un monde chaleureux. Mais réflexion faite, si ces gens sont là de si longues heures, c'est aussi pour meubler une vie marquée par la pauvreté et le chômage. C'est un monde d'hommes. D'ailleurs, ils ne parlent qu'à Marc et j'ai du mal à trouver ma place. Je croyais la Turquie plus moderne, mais loin des grandes villes, les femmes sont si effacées qu'on les voit à peine. À force de rouler tout droit vers l'Iran, on risque de passer à côté des merveilles de la Turquie. Alors nous décidons de faire un détour. Direction la Cappadoce.
nous retrouvons l'Est turc. Notre regard a changé. Curieusement, nous commençons à nous sentir bien ici. Ce paysage austère, maintenant, c'est un peu chez nous. Au kilomètre 1000, nous sommes rattrapés par 2 cyclistes. Adrien et Florian roulent vers Pékin avec 3 fois rien de bagages. Nous, avec 40 kilos chacun, nous les faisons bien rire. Vous pouvez garder, il faut gagner du poids, les gars. Mais ça va plus les vite. béquilles, vous pouvez les démonter. Ça va Même le plus bâton, vite. vous pouvez prendre un bâton plus fin. Obsédés par le poids, ils sont prêts à tout pour s'alléger, au point de se séparer de leur carte au fil du voyage. On arrache la carte au fur et à mesure. On n'a pas le sud de la Turquie. Bonne route. 2 jours de vent de face. C'est trop. Il reste 8000 km à faire. Nous choisissons d'économiser nos forces, quitte à tricher un peu. Vous avez en face de vous 2 démissionnaires du vélo. Bon, il fait toujours aussi froid, même plus, mais au moins on avance. Nous retrouvons Florian et Adrien sur les hauteurs de Dogoubayazit, juste avant l'Iran. Paris est loin derrière nous. Après un mois sur la route, c'est maintenant le voyage qui rythme notre vie. Afin d'obtenir le visa iranien, nous avons dû nous engager par écrit. Obligation pour Claire de se voiler, pas le droit de filmer. Pour nous, Iran rime avec absence de liberté. Reste à découvrir ce que les Iraniens pensent eux de leur propre pays. Au pays des ayatollahs, les interdits se font tout de suite sentir. Les Iraniens hésitent à nous inviter chez eux. Certains nous confient qu'ils ont peur de la police. Quant aux Iraniennes, la loi leur impose des contraintes qui nous paraissent absurdes. Sur les plages de la mer Caspienne, elles prennent un bain islamiquement correct avant de remonter en voiture dans leurs habits trempés. Où est-ce qu'on va se baigner ce soir? Pas ici, c'est sûr. Impossible d'entrer dans Téhéran à vélo. C'est une mégapole de 12 millions d'âmes. La capitale est une vraie fournaise. Mais quand je tente de me mettre en manches courtes, j'essuie toutes les réactions, de la sympathie aux menaces. La discrimination des sexes est criante. Nous cherchons donc avant tout à connaître l'opinion des femmes. Dans un square peu fréquenté, nous allumons la caméra et interviewons des étudiantes. C'est un péché que les hommes voient les cheveux d'une femme. Regarde. On voit vos cheveux là. C'est une exception. Après 10 minutes de discussion, changement d'ambiance. Un étrange personnage vient interrompre notre conversation. Il y a un homme qui nous empêche de parler ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne faut pas parler à propos hijab en Iran. Cet homme est en fait un Basij, un milicien. Il s'adresse à présent à Marc. Si tu critiques le foulard, pourquoi tu voiles ta femme et tu l'amènes ici? J'aurais bien aimé parler persan. Je lui aurais expliqué que c'est moi qui décide de ma vie. Pour fuir le regard des nombreux miliciens, les Téhéranis viennent prendre l'air dans la montagne, au nord de la ville. Ici, on ose presque tout. Se frôler la main un instant, se retrouver entre garçons et filles. Certaines audacieuses exhibent même cheveux émolés, un délit qui leur vaudrait en ville de nombreux coups de bâton. Dans cette atmosphère détendue, notre caméra n'a pas l'air de faire peur aux jeunes.
La liberté, c'est de pouvoir se balader tranquille. Ici, si tu te promènes avec une fille, on t'arrête et on te garde 2 ou 3 jours avant de te relâcher. La liberté, c'est de ne pas se demander tout le temps qui va venir t'arrêter. Tu prends la main de quelqu'un et tu marches tranquille dans la rue sans t'inquiéter. Mais l'Iran ne permet pas ça. Mais ces jeunes sont-ils prêts à faire quelque chose pour que ça change? Il faut du temps, juste du temps. Ça va s'améliorer avec le temps. On nous a dit d'être comme ça, alors on est comme ça. Petit à petit, le pays s'ouvre. Plus le temps passera, plus ça changera. Et je suis sûre qu'un jour l'Iran sera le plus beau pays du monde. Je suis une vraie nationaliste. Est-elle convaincue de ce qu'elle dit? Ou nous sert-elle par prudence un discours très optimiste? Difficile pour nous de faire la part des choses. C'est à Ispahan, ancienne capitale de la Perse, qu'a lieu notre premier contact avec les religieux. Nous sommes intrigués par une enseigne sur laquelle est écrit « Information et débat religieux ». Tout de suite, un barbu nous fait signe d'entrer. C'est le chef spirituel des lieux, le mollah Mir Damadi. Il nous invite à discuter des bienfaits de l'islam à l'iranienne. L'établissement a de gros moyens. Il y a un traducteur et un caméraman nous filme. Ces images de visiteurs occidentaux alimenteront sans doute la propagande. Alors nous leur rendons la politesse. Nous filmons l'entretien. Pendant 2 heures, le mollah se donne du mal pour répondre à nos questions. Mais ces métaphores restent un peu ténébreuses. Un exemple. Pourquoi les hommes doivent à tout prix éviter le contact des femmes? Les hommes sont comme des patients. Ils doivent écouter le médecin qui leur dit de se tenir aussi loin que possible de la maladie. Bref, les femmes, c'est la maladie, les hommes risquent la contamination. Et le mollah Mir Damadi était tellement soporifique qu'on a failli rater certains de ses messages. Retour sur la place centrale. C'est vendredi soir, l'heure du pique-nique. Ces moments-là pourraient nous faire croire que tout va bien. Pourtant, quand nous quittons l'Iran, des manifestations étudiantes sont violemment réprimées. Faute de visa turkmène, nous prenons l'avion jusqu'en Ouzbékistan, ancienne république soviétique où on parle encore russe. Après des années de communisme, l'islam est redevenu la religion officielle. Troisième mois de voyage. L'été approche et le soleil ouzbek nous brûle la peau. Voilà notre petit coin de paradis. Et voilà notre hôte Nasrallah qui revient avec de la picole. Fahmiat! Impossible de refuser l'hospitalité ouzbek et l'inévitable vodka. Au début, Nasrallah se tient bien. Mais dans la nuit, complètement saoul, il braille et secoue la tente. Je dois lui hurler de déguerpir. Pour nouer des contacts, on fait confiance aux inconnus, mais parfois ça dégénère. La route de Boukhara traverse un désert. Mais même ici, l'ère soviétique a laissé des traces. Pour faire pousser du coton, on a construit le long des routes un immense réseau d'irrigation. Bon, on se prépare une petite baignade. Cette énorme dépense d'eau assèche peu à peu la mer d'Aral. Mais pour nous, ces canaux sont une aubaine. Ils nous garantissent une baignade quotidienne. Le reste du temps, on se lave dans les rivières, quand on a la chance d'en trouver une. Ah 35 degrés à l'ombre. Impossible de bouger entre midi et 4 heures.
Après 600 km de route, nous atteignons enfin Boukhara, une oasis sur l'ancienne route de la soie. Nous adoptons vite le rythme de vie local à l'ombre des mûriers. Un peu de russe, un peu de persan, on arrive toujours à échanger quelques mots. Oui, notre langue, c'est proche de l'iranien. Et toi, tu ne parles pas? Un peu. Le même soir, nous nous retrouvons dans un mariage ouzbek, une svadba. Les traditions ont survécu à la période communiste. Les parents des époux se font un devoir d'inviter le maximum de monde. Riches ou pauvres, ils doivent dépenser sans compter, quitte à s'endetter pour la vie. Ils se payent même les services d'un caméraman pour filmer la noce et d'une danseuse professionnelle pour chauffer l'ambiance. Entouré par ses amis, le fiancé fait son entrée. Voilà pourquoi on ne voyait pas la mariée. Cette soirée est dédiée à monsieur. Demain, ce sera le tour de sa promise. En tout, les festivités dureront 3 jours. Fin prêt, c'est un record absolu à 7h15, prêt à partir. Notez qu'on a un col à 2267 mètres à se taper, donc autant partir tôt. Franchement, je redoutais l'épreuve de la montagne. En bas du col, j'étais sûre de ne pas y arriver. Mais avec le temps, je deviens plus endurante et surtout, je me décourage moins vite. Après 4 heures de montée, nous basculons dans la vallée de la Fergana, cap sur la frontière kirghize. Ancienne République soviétique, le Kirghizstan est un pays de montagnes faiblement peuplé. Une terre sauvage où survit la tradition nomade. Le décor est majestueux, mais les points de ravitaillement sont très rares. Nous ne pouvons compter que sur nos provisions. Ça aurait pu être une épreuve, tous les deux 24 heures sur 24. C'est tout le contraire. Au fil du voyage, Claire et moi, nous ressentons les mêmes choses sans même avoir besoin de parler. Déjà 1 semaine au Kirghizstan. Au fond de la vallée, des cavaliers semblent s'affronter. Nous nous approchons et découvrons l'oulak. Tout ce que nous comprenons des règles, c'est qu'il faut jeter la carcasse de chèvre dans les buttes. Après 2 jours d'ascension, nous parvenons au col de l'Alabelle, à 3200 mètres. Même dans cet endroit battu par les vents, les nomades viennent planter leur yourte.
10 minutes plus tard, nous sommes chez eux. Nos hôtes oublient peu à peu la caméra et l'ambiance se détend. У вас камера, да? Да. А это не фото? Солнце. На улице. А, фотографии, да. Ну здесь за камерой тоже солнце есть. Как сказать? On nous sert le repas traditionnel. Pain, crème et une bonne rasade du fameux kimiz, le lait de jument fermenté. Pendant la belle saison, les Kirghizes rompent avec la sédentarité imposée à l'époque soviétique. Ils renouent avec leur tradition nomade. Début juillet, ils troquent le confort de leur maison contre la simplicité de la yourte et le grand air des pâturages d'altitude. Pour les remercier, nous leur proposons une photo de famille. Alors le grand-père se fait beau. Après le dernier col, nous dévalons dans l'obscurité 60 km de descente. Les doigts crispés sur les freins, nous ne donnons pas un seul coup de pédale pendant 2 heures. Le lendemain, sous la tente, je suis réveillée par une violente douleur au ventre. Nous rejoignons en catastrophe Bichkek, où je suis hospitalisée d'urgence. Claire est tirée d'affaire, mais a besoin de repos. Je pars à la chasse au visa. Entre consul absent et file d'attente, j'ai l'impression que nous ne quitterons jamais le pays. Il me faut 15 jours pour obtenir les précieux sésames vers la Chine et le Pakistan. Et à nouveau prête pour affronter la montagne kirghize, oui! Claire m'a fait une grosse frayeur. Les efforts et la nourriture déséquilibrée l'avaient épuisée. Pour la première fois, j'ai pensé tout arrêter. Здравствуйте. Nous profitons une dernière fois de l'hospitalité kirghize. Le menu est toujours le même. On aime ou on n'aime pas. Après une nuit à la ferme, nous recevons en cadeau une bouteille de crème et du pain pour la route. Quant à Marc, il repart coiffé d'un splendide calpac, le couvre-chef national. Всего хорошего. И через 1 год здесь будет фотография. Хорошо? Спасибо. Это часов, что ли? Nous parvenons à Erkashtam, à 2800 mètres d'altitude. Ici, la seule activité est le commerce de ferraille avec la Chine. Il y a aussi la douane et des millions de puces qui nous ont dévorés toute la nuit. Et oui, nous voilà passés l'Erkashtam. Après 5 contrôles de passeport et 2 fouilles, nous sommes fous de joie. Il y a peu, cette frontière était fermée aux étrangers. Nous sommes parmi les premiers à la franchir. À nous la Chine. Enfin la Chine, nous ne faisons qu'un crochet à travers une province reculée de ce pays immense, une région stratégique sous haute surveillance de Pékin. Cinquième mois de route. Nous quittons les montagnes du Pamir et avançons dans le désert du Xinjiang. Les seuls êtres vivants que nous croisons à presque 3000 mètres d'altitude ont l'air eux aussi de souffrir de la sécheresse. Et pour tout arranger, dans cette zone mal connue, notre carte est fausse.
nous devons faire 100 km de plus que prévu pour atteindre Kashgar. Nous arrivons un dimanche, le jour du marché. Depuis plus de 2000 ans, Kashgar est un lieu d'échange pour tous les peuples de la région. Ici vivent les Ouïghours. Ils sont turco-mongols et musulmans, comme leurs voisins d'Asie centrale. Envahis en 1949, ils sont devenus chinois malgré eux. Wahab, un jeune étudiant, nous entraîne dans les ruelles de sa ville. Nous y découvrons la culture traditionnelle des Ouïghours. Au cours d'une promenade, un chantier attire notre attention. Nous apprenons que les autorités chinoises ont profité d'un glissement de terrain pour détruire le cœur du quartier historique. Expulsion de la population originelle, dédommagement symbolique, destruction de l'habitat traditionnel, un scénario qui nous fait penser au Tibet. Pieds et poings liés, la population est impuissante face à ce spectacle. Ulugh-Bek, professeur d'histoire qui a déjà goûté à la prison, n'hésite pas à nous parler. Le gouvernement a dit aux gens, si vous ne partez pas à temps, vous ne serez pas dédommagés pour vos maisons et vous irez en prison. Nous comprenons que le plan du gouvernement est de disperser la population ouïghour et de revendre les terres aux hommes d'affaires chinois. Du cœur historique, il ne restera que la mosquée. À quelques pas, des panneaux annoncent de quoi sera fait l'avenir. Un avenir déjà en marche. Dans les nouveaux quartiers, le rouleau compresseur a fait son œuvre. Plus une trace de la culture ouïghour. À moins d'un miracle, 2000 ans d'histoire vont se trouver effacés. Nous quittons Kashgar avec un pincement au cœur. Notre cap passe au sud. Nous empruntons la Karakoram Highway, qui n'a d'autoroute que le nom. En fait, c'est la route du bout du monde. Elle relie la Chine au Pakistan en franchissant un col à 4700 mètres. On flirte avec les précipices pour se faufiler entre les géants de l'Himalaya. On flirte aussi avec l'accident. Après 3 quarts d'heure de descente à pleine vitesse, ma roue perd des rayons. Heureusement, j'ai des pièces de rechange. Nous passerons 3 semaines sur cette route, au milieu de paysages lunaires.
La Karakoram nous mène à Islamabad, capitale du Pakistan. Souvent, on nous a conseillé d'éviter ce pays à la réputation sulfureuse. Mais la seule façon de le connaître, c'est quand même d'aller voir par nous-mêmes. Nous partageons la route avec des objets d'art roulants, dignes héritiers des caravanes. Les Pakistanais nous ont avertis. Dans certaines régions, les étrangers ne sont pas les bienvenus. Pourtant, à chaque halte, nous sommes frappés par l'hospitalité hors du commun. À Minapin, on nous laisse même fixer le prix de la chambre d'hôtel. Nous posons nos sacoches une bonne semaine. Dans ce village pourtant très conservateur, des femmes suivent une formation d'institutrices parrainée par la fondation Aga Khan. Excellent. The spoon is in the glass. The spoon is in the glass. Salman, membre de la fondation Aga Khan, est leur mentor. The ball is under the table. What to make it? Dans cette vallée pauvre et reculée du Pakistan, Salman a fait de cette formation son cheval de bataille. Ce musulman éclairé nous livre sa version de l'islam. Le djihad, c'est le combat contre l'ignorance. Aujourd'hui, je me bats. Nous nous battons contre l'ignorance. Avec les armes de la connaissance, cette région proche de l'Afghanistan a su tenir tête à l'intégrisme des talibans. Oui, il y a des madrasas dans cette région, mais ce ne sont pas des madrasas extrémistes. Moi aussi, j'ai reçu mon éducation religieuse dans une madrasa, comme ces gens autour de moi. Mais on m'a enseigné des valeurs positives. L'islam, c'est une religion d'harmonie, de justice, de fraternité. Nous approchons d'Islamabad, la capitale. Climat chaud et humide, montée épuisante, nous sommes à cran. Bon, et ben au Pakistan, on en chie des caisses, passez-moi l'expression. Et c'est le moment que je choisis pour taquiner Claire en la filmant. Bon, ça suffit, Marc, tu vois, t'es chiant avec ton truc, sans rien. Déjà, t'es chiant en temps normal. Arrête ou je vais te péter. La caméra n'est pas cassée, le couple non plus. Nous voici dans la plaine du Pendjab, avec ses villes surpeuplées. À Lahore, dernière étape du Pakistan, nous passons nos nuits dans les festivals soufis. Nous restons bouche bée devant ces mystiques de l'islam qui célèbrent leur foi dans la musique et la transe.
Pakistan, nous a-t-on dit, les gens sont très bons ou très mauvais. Nous, on a aimé ceux qu'on a rencontrés. Nous entrons dans la plus grande démocratie du monde. L'Inde est gigantesque et ses routes sont réputées dangereuses. À Delhi, nous laisserons nos vélos pour continuer en train. Premier jour en Inde. En 6 mois de route, j'ai perdu 10 kilos et depuis quelques jours, je ne peux plus rien avaler. Mon moral s'en ressent. Claire et moi, nous décidons de nous reposer quelques jours à Amritsar, au Temple d'Or. Ici, c'est le berceau de la religion sikh. Nous avons trouvé le havre de paix dont nous avions besoin. Comme les pèlerins qui affluent du monde entier, nous profitons du dortoir et des repas offerts, pris en commun. Tous les jours, les fidèles participent au nettoyage du temple. Nous découvrons une communauté dévouée et solidaire. Cette halte bienfaisante est aussi notre première immersion dans la spiritualité indienne. Une spiritualité si forte qu'elle peut faire tourner la tête. À Udaipur, un drôle de français nous tombe dessus. Premdeep, anciennement Sébastien, a pris un aller simple pour l'Inde et il n'est pas prêt de rentrer. Il tient à nous emmener au temple où il a été initié. Premdeep est devenu hindou. Il fait ses ablutions avant chaque visite à son gourou. Notre nouveau copain est un vrai mystique. Alors bien sûr, l'endroit où on brûle les morts, ça lui fait de l'effet. Mon meilleur ami, un soir, il a tenté l'expérience d'y dormir, quoi, toute une nuit. Et ça, c'est pareil, c'est un truc... je sais que je le ferai aussi, quoi. Fatalement, il y a des esprits qui traînent, quoi. Fatalement. Il m'a jamais dit ce qu'il a ressenti, quoi. C'est un truc qui le concerne, quoi. Mais bon, il a fait quand même un petit stage en hôpital psychiatrique, quand même. Bon, moi, j'ai dû me perdre un peu en France, et donc je suis déjà dans une... Déjà, mon évolution, elle passe par le fait de me retrouver. Je veux arriver à la compréhension totale, quoi. Le voyage m'enseigne la patience. Mais là, j'ai eu ma dose de Premdeep. Je laisse Marc faire plus ample connaissance et me change les idées comme je peux. Premdeep cherchait sa voie spirituelle. Apparemment, il l'a trouvée. Mais qu'en est-il de sa vie de simple mortel ? Je le suis chez lui. Il me présente sa femme et sa fille. Je sais pas si elle va vraiment s'endormir. Je vais accélérer le mouvement. J'ai d'abord rencontré ses frères à travers la musique traditionnelle. Et puis un soir, quoi, pas comme un autre, je l'ai rencontré sur une soirée. 2 jours après, quoi, le mariage se décidait, quoi, pour de vrai, quoi. Franchement, au début, c'était comme une plaisanterie. Et finalement, ce n'était pas une, quoi. Moi aussi, j'ai eu ma dose. Je laisse Premdeep à sa vie d'Indien et retrouve Claire. Nous embarquons pour un tour de l'Inde en train. Du coup, nous suivons l'itinéraire de nombreux voyageurs. Au début, c'est plutôt agréable. Mais très vite, on ne sait plus trop ce qu'on fait là. On a l'impression d'être des porte-monnaies ambulants. Fini l'hospitalité. Et bonjour les Indiens aux mains baladeuses. Je ne me laisse pas faire, je suis furieuse.
Malgré tout, nous sommes émerveillés. Mais après 2 mois de voyage, pas une invitation, pas une nouvelle adresse dans nos calepins. Nos vélos nous manquent. Ils nous auraient peut-être permis d'aborder l'Inde à notre manière à nous. Mais pour la première fois dans notre voyage, nous sommes devenus de simples spectateurs. À Delhi, nous récupérons nos montures et prenons l'avion vers le Vietnam. Comment y serons-nous accueillis? C'est une ancienne colonie française et il y a peu, le régime communiste interdisait aux Vietnamiens de fréquenter les étrangers. La route commence dans les montagnes du Nord, où vit la minorité Hmong. Vincent, le beau-frère de Claire, nous a rejoints pour un mois. Il goûte avec nous au plaisir des cartes imprécises. Au fond de la vallée, la route s'arrête. Nous voilà un petit peu dans une, pas une vraie galère, mais un début de galère. Hein, donc Claire commence à être un petit peu tendue parce qu'on va peut-être remonter tout ce qu'on a descendu ce matin. Ouais, mais quand même, on a de la chouette compagnie. Regardez, on a plein de nouveaux copains. Dès qu'on retourne l'écran, ces petits curieux se précipitent. Bah oui, c'est toi. Puis regardez, là, c'est vous. Hein? Je fais comme ça avec les gamins. Tu filmes en regardant dans l'œil tombe. Quand tu retournes, tu peux regarder dans l'œil tombe. Donc toi, tu filmes dans l'œil. Tu regardes dans l'œil tombe. Tous les jours, les Hmong parcourent des kilomètres pour rejoindre le marché de Sapa. Ici, il faut se lever de bonne heure pour assurer sa subsistance. Toutes les minorités de la région se retrouvent au marché. Elles survivent grâce au commerce de fibres textiles. Plus tard dans la journée, les femmes courent après les touristes pour leur vendre des bibelots. Leur vie n'a pas l'air facile. Plus au sud, la densité humaine augmente. Les Vietnamiens semblent ne jamais s'arrêter de travailler. Dans cette société hyperactive, nos seuls échanges sont commerciaux. Comme dans les autres pays, 8 € par jour nous suffisent pour vivre. Mais ici, notre rôle se borne à celui de client. Quant au sourire, ils ne sont pas souvent au menu. Mais nous, est-ce qu'on leur sourit? Pas beaucoup. L'expérience humaine de nos premiers pays a été si riche que nous ne pouvons plus nous contenter de rapports superficiels. Dans ce pays que nous trouvons moins accueillant, on fait sans doute moins d'efforts pour aller vers les autres. Heureusement, le contact avec les enfants nous fait oublier les coups de blues. How are you? How are you? How are you? I'm fine, thank you. All right. Đâu rồi? Đây. Đây, đưa tao cầm cho. Hello. En 9 mois de voyage, nous avons appris à nous alléger. Nous avons abandonné notre tente. Alors tous les soirs, c'est le même scénario. Nous cherchons un hébergement. Et il y a rarement un hôtel en vue. Moi, j'ai vu une guest house. Il dit qu'il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas à 10 bornes. Ce soir-là, nous sommes chanceux. On nous offre un toit et plein de verres de l'amitié. Attends, moi aussi, je vais le faire. Allez. Mon verre, mon verre. Bon bah voilà. Chin chin. Dèo đây nhá, dèo này. Nhìn này có.
Au Vietnam, on a eu des hauts et des bas. J'ai même songé à rentrer à Paris. Mais ce qu'il y a de bien en voyage, c'est qu'aucun jour ne ressemble à l'autre. Les bonnes surprises chassent très vite les mauvaises. Un sourire, un regard échangé, ce sont souvent des petits détails qui donnent envie de continuer. Nous quittons le chaos de Saigon pour le Cambodge. Après des années de guerre, ce pays se reconstruit lentement. Nous nous demandons s'il est bien décent de venir ici en voyageur. Premier constat, la route a disparu. Il ne reste qu'une piste. La vie est rudimentaire et les villages clairsemés. Hello. La question de l'hébergement se résout toute seule. Les Cambodgiens nous abordent sur la route pour nous entraîner chez eux. Cette hospitalité débordante nous fait oublier la piste défoncée. Notre voyage a repris tout son sens. Dans ces moments-là, on se demande même si on va rentrer un jour. Nous pensions trouver ici les stigmates du génocide. Ils ne sont pas d'emblée perceptibles. Les Cambodgiens nous montrent un visage souriant et nous ne savons comment évoquer avec eux leur souffrance. Ce pays est le plus pauvre de la région, mais nous ne ressentons aucun malaise à être ici. Plutôt une impression de sérénité. C'est sans doute pour cela que de nombreux bénévoles viennent aider à la reconstruction du pays. Un soir, au marché, nous croisons Hubert, chirurgien français. Il nous entraîne dans les coulisses d'une mission humanitaire. Hubert attend une patiente qu'il doit opérer. Il doit lui annoncer qu'elle a un cancer du sein. Hubert nous a expliqué que dans ce pays, la médecine est un luxe. Comme cette femme, la plupart des gens qui viennent consulter ont des maladies très avancées. L'équipe a aussi une mission préventive. Nous suivons les gynécologues de l'équipe dans leur visite à domicile. Au Cambodge, le plus souvent, les femmes accouchent à la maison, sans suivi médical. Pour les inciter à se faire examiner, Marie-Pierre et Magali se déplacent chez elles. Je pense que la tête est là. Aïe. Là voilà. Des bébés. C'est bien. Là, c'est très bien. Elle peut accoucher à la maison, tout va bien. Kuntilan. À l'hôpital, nous retrouvons Hubert très préoccupé. La patiente qu'il devait opérer a disparu. Le fait de parler d'enlever le sein l'a fait fuir, je crois. Je crois que c'est plus son mari qu'elle, d'ailleurs. Ouais. Et puis on comprend pas tout dans ce pays. On est un petit peu
tendance à travailler à la française, à prévenir les gens des choses, mais ici, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est nécessaire. Pour nous aussi, le Cambodge reste une énigme. Mais dans ce pays au passé tragique, nous n'avons jamais eu le sentiment d'être de trop. Cap sur la Thaïlande, dernier pays de notre périple. Après 11 mois sur la route et plus de 8500 km, nous avions envie de terminer le voyage par une destination de vacances. Les paysages sont sublimes. Pas étonnant que les touristes affluent en masse. Les Thaïs ont-ils pour autant perdu leur curiosité à l'égard des étrangers? Nous découvrons vite que non. On s'arrêtait juste pour manger, mais le repas se prolonge avec un cours de thaï. Ah, quand on revient, il faut passer par là. Mais ouais, mais on revient pas. Parce que nous... Et après... C'est l'avion. C'est l'avion. Attends. On disparu. Et oui, on a un bimbeloy à prendre. Le voyage touche à sa fin. Notre aventure avait commencé par un rêve. La réalité ne nous a pas déçus. Au fil du voyage, notre complicité a grandi. Ça nous aidera sûrement pour le retour. À présent, il va falloir reprendre un autre rythme. Se réveiller tous les jours au même endroit. Trouver du travail. Affronter le stress parisien. Peu importe. Cette expérience nous a rappelé qu'on peut vivre autrement. Nous avons appris à savourer l'instant présent. De retour en France, nous essaierons de ne pas l'oublier.